Le sucre, une saveur qui nous fait du bien, il est addictif, insidieux, se glisse partout, mais n'a que très peu de valeur nutritionnelle. En Nouvelle-Zélande, 65% des adultes sont atteints d'obésité. Les médecins parlent d'une véritable crise sanitaire. Un journaliste néo-zélandais a décidé d'enquêter. Pourquoi son pays est-il touché par ce fléau? Lui-même est-il dans les normes? Il va découvrir, stupéfait, qu'il n'est pas à l'abri de mauvaises surprises. Le sucre, la guerre est déclarée, un documentaire de Nigel Latta. Que pensez-vous de la relation entre le sucre et l'obésité, le diabète et tous ces problèmes de santé? Si je vous disais que le sucre que nous consommons tous les jours était en grande partie responsable de l'explosion de l'obésité dans le monde et de certaines des maladies les plus graves de notre temps? Et si je vous disais que le sucre créait une forte dépendance et qu'il se retrouvait dans bien plus de produits alimentaires que vous ne pouvez l'imaginer, vous penseriez que je dis n'importe quoi pour vous faire paniquer? La première fois que j'ai entendu dire que le sucre était toxique, c'était par un Américain à la télé. Et pour être honnête, j'ai levé les yeux au ciel, parce qu'aujourd'hui on nous dit que tout est toxique. En plus, je ne prends pas beaucoup de sucre. J'en mets un peu dans mon café, je mange un beignet de temps en temps, et je me dis je peux parce que je bouge. Mais du coup, je me suis demandé à quel point c'est mauvais pour la santé. Pour trouver des réponses, je vais rencontrer un des détracteurs les plus virulents du sucre dans le monde. C'est le gars que j'ai vu à la télé, le professeur Robert Lustig, et il fait un carton sur YouTube. Ce produit nous empoisonne. Et il a été ajouté insidieusement dans tous nos aliments, à toutes les étapes de la chaîne de production. Et la question c'est, pourquoi ? Le professeur Lustig est aujourd'hui reconnu dans le monde entier pour son message anti-sucre. Le sucre a 3 effets que les autres aliments n'ont pas. Il provoque l'accumulation de graisse dans le foie, le vieillissement cellulaire, et il empêche le cerveau de réguler la sensation de satiété. Il est donc toxique. Le sucre, toxique? C'est un peu exagéré, non? Après tout, même l'eau peut vous tuer si vous en buvez trop. Mais le docteur Lustig va encore plus loin. Il compare le sucre à l'une des substances de consommation les plus toxiques. Ce n'est pas la nicotine qui est toxique. Ce sont les goudrons qui sont toxiques. Toutes les cigarettes sont toxiques. Professeur Lustig, êtes-vous en train de dire que les normes de preuve de la toxicité du sucre et l'effet pathogène du sucre sont comparables à ceux du tabac? Absolument. Et comment se fait-il que les gens ne soient pas au courant des effets toxiques du sucre? Nigel, pourquoi suis-je assis en face de vous à vous parler? Parce que votre public doit comprendre que ce qu'on lui a dit, ce qu'on lui a vendu pendant les 40 dernières années, c'est une mystification de l'industrie agroalimentaire visant à faire de l'argent au détriment de la santé. Il est temps de changer la donne. Il faut que ça change, car plus de 65% des Néo-Zélandais adultes et près de 33% des enfants sont aujourd'hui obèses ou en surpoids. Et quand je regarde autour de moi, je me demande dans quelle mesure le sucre en est-il responsable? La première question est de savoir de combien de sucre on a besoin par jour. Et la réponse est 0. Il n'y a aucun processus biologique dans le corps qui nécessite du sucre alimentaire. Un foie a la capacité de métaboliser une quantité de sucre limitée. Un peu, ça va, mais pas trop. Si on dépasse la capacité de métabolisation du foie, on a des problèmes. Et c'est ce qu'on peut voir actuellement. Et d'après lui, c'est parce que le sucre s'insinue dans notre nourriture quotidienne sans qu'on le sache. Tout cela m'a amené à me demander combien de sucre il y a dans la nourriture que j'achète en temps normal. Je me suis donc rendu dans un supermarché classique pour me faire une idée. Alors les pâtes à tartiner. Évidemment, ce genre de produit chocolat noisette délicieux doit forcément contenir plein de sucre. Et c'est le cas. 2 cuillères à café de sucre par portion. Pour être honnête, je ne pensais pas que ce genre de pâte à tartiner contenait du sucre. Mais en fait, elle contient 11,2 x 2,5
28 grammes de sucre dans un de ces petits pots, ce qui fait 7 cuillères à café de sucre. Je n'aurais jamais cru qu'il y avait 7 cuillères à café de sucre dans un pot de cette pâte à tartiner. Alors ça, c'est un grand classique néo-zélandais, sauce tomate. Incroyable. Par portion, c'est-à-dire par dose de sauce tomate, il y a plus d'une cuillère à café de sucre. Donc à chaque pression dans l'assiette, c'est plus d'une cuillère à café de sucre. C'est fou, je ne le savais pas. La mayonnaise? On va prendre l'allégée, celle qui porte le symbole de la Fondation pour la santé du cœur. Elle doit être saine. Ok, à chaque pression du tube de mayonnaise sur ce que vous mangez, ça fait une cuillerée à café et demi de sucre. J'adore le thon. Qu'est-ce que ça contient? Presque une cuillerée à café par portion. Ici, on a un autre grand classique, haricots sauce tomate, qui contient j'y crois pas. Par portion, il y a presque 4 cuillerées à café de sucre. Je m'attends à beaucoup de sucre ajouté dans les boissons gazeuses. Mais étonnamment, on y trouve aussi du jus de fruits. Les fruits contiennent naturellement du sucre, ce qui est bon. Mais dans les jus, il y a des sucres très concentrés. On dirait qu'on ne peut pas y échapper. Ce que je commence à comprendre en me promenant et en regardant les produits que j'achèterais habituellement, c'est que le sucre n'est pas réellement caché. Il est sous nos yeux. Mais on ne le voit pas parce qu'il est présent quasiment partout. Je ne le savais pas, mais je mange beaucoup de sucre sans même m'en rendre compte. Ce qui m'amène à la question, pourquoi le sucre est partout et qui décide de la quantité employée? J'ai donc décidé de rencontrer un technologiste alimentaire dont c'est le métier. Ici, on développe des produits pour des entreprises agroalimentaires. Ça peut être une barre de céréales, une sauce ou un plat préparé. Alors pourquoi est-ce qu'on met du sucre partout? Je comprends pourquoi on en met dans les glaces et les gâteaux. C'est peu coûteux, donc on l'utilise souvent pour rééquilibrer le coût d'un produit. Dans une sauce par exemple, si c'est une sauce à base d'huile, vous pouvez retirer une partie de l'huile parce que c'est un ingrédient coûteux et mettre plus de sucre. Donc on cherche à faire les produits les moins chers. Et pour faire des produits bon marché, il faut utiliser davantage de sucre pour diminuer le coût. Les responsables marketing pensent que les consommateurs n'iront pas au-delà d'un certain prix. Comment décidez-vous de la quantité de sucre à ajouter? Eh bien, on utilise une méthode empirique. On goûte le produit pour s'assurer qu'il a bon goût, puis il est présenté à un panel de testeurs. Et ce sont des goûteurs professionnels? Qui sont les membres de ce panel? Alors, dans les petites entreprises, c'est généralement le directeur du marketing et parfois même le personnel de bureau. Les plus grandes entreprises ont des moyens de mener des tests sensoriels pour avoir un retour de leurs véritables clients. Ce qui m'étonne toujours dans notre société moderne, c'est que les responsables marketing, qui semblent s'appuyer sur des suppositions et des conjectures, prennent des décisions très importantes. Par exemple, ce sont eux qui décident si la nourriture a bon goût et pas des professionnels du domaine. Le marketing est censé savoir ce que veulent les consommateurs, donc s'il a correctement fait son travail, il est bien renseigné. Mais est-ce vraiment la demande du client qui importe ou est-ce le profit? L'industrie agroalimentaire a continuellement augmenté la dose tout au long du siècle dernier, surtout dans les 30 dernières années. Elle a découvert qu'en faisant cela, le consommateur achetait plus. C'est ce qui fait sa force. Et c'est comme ça qu'elle fait de l'argent. Elle ne compte pas s'arrêter et elle ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'on la contraigne à le faire. La question est, qui peut la contraindre? C'est la question à débattre. J'ai découvert qu'il y a du sucre dans presque tout ce que nous mangeons. Mais en ce qui concerne ma propre alimentation et mon style de vie, j'aime à penser que je fais des choix sains. Grosso modo, voilà comment je commence ma journée. C'est du café, une tasse, et je vais prendre une cuillerée de sucre, c'est pas énorme. Du lait écrémé, parce qu'on m'a toujours dit qu'il fallait prendre celui-là. Ensuite, je prends du muesli, qui contient des fibres et de l'avoine. Là, j'ai l'impression d'avoir fait ce qu'il faut. Je peux manger mon petit déjeuner avec une bonne conscience.
Et je ne néglige pas non plus l'exercice physique. J'ai 20 kilos de bouquins et 15 kilos de cailloux. Si vous voulez vous bouger, il suffit de prendre des trucs lourds et de grimper une colline. C'est parti. Je sais que ça peut sembler dingue pour certaines personnes, mais j'ai toujours adhéré à l'idée assez répandue que les calories qu'on gagne, on peut les perdre. Et j'aime me faire plaisir, alors si je fais ça, j'ai droit à ma récompense. Toujours vérifier. Je vais vous montrer la nourriture très saine qui constitue mon repas habituel du vendredi soir. D'abord, on a le sandwich au bœuf et du soda light, j'adore ça. Et ça, je crois que c'est une des plus grandes réalisations de l'être humain. De la crème glacée au chocolat croustillant. Waouh! Regardez ça. Ok, mais ça, c'est juste le vendredi soir. Le reste du temps, je crois que je fais plutôt attention au sucre. Mais quel est notre comportement à l'échelle du pays? J'ai été abasourdi de découvrir que le Néo-Zélandais moyen consomme actuellement la quantité énorme de 50 kg de sucre par an selon certaines études. Ça nous fait en gros 32 cuillerées à café de sucre par jour. On dépasse largement les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, qui sont de 9 cuillerées à café pour les hommes, 6 pour les femmes et 4 pour les enfants. Et dans notre alimentation, il n'y a pas que du sucre ajouté. Il y a aussi le sucre des compléments de glucides raffinés qui sont rapidement convertis en sucre dans le sang. Dans le pain, les muffins ou les gâteaux par exemple. Vous pouvez me mettre un de ces jolis beignets avec des amandes effilées dessus? Tous ces trucs bon marché qui sont vraiment bons, peut-être même trop bons. Angela est une jeune femme active qui habite à Auckland. Elle fait les boutiques, ne pratique pas de sport et elle adore le sucre. On est dimanche matin et je grignote. Mon alimentation se compose essentiellement de sucre et de glucides, car je passe peu de temps chez moi. Je travaille beaucoup et je me nourris de fast-food 3 fois par jour. Du fast-food 3 fois par jour? Oui. Qu'est-ce que vous mangez? Un burrito, mais ça manque de crème. Où aller pour ne pas avoir à cuisiner ni à faire la vaisselle sans que ça me coûte trop cher? La restauration rapide. Je sais pas, pour moi c'est normal. Voilà mon pot. Du coup, je mange presque constamment dans la journée. J'ai des bonbons sur mon bureau. Et je vais vous montrer ma réserve près de mon lit. Elle est vraiment à portée de main. Mais là, il n'y a pas grand-chose. En général, il y a plus. Alors au risque de passer pour un dingue qui vous accoste dans la rue pour vous demander votre consommation de sucre, pensez-vous que vous êtes peut-être dépendante au sucre? J'aimerais dire non, mais je crois que c'est évident. Oui, certainement. En fait, je ne bois pas, je n'ai jamais été saoule. Je ne fume pas, je n'ai jamais pris de drogue, rien de tout ça. Et je me dis que j'ai bien le droit d'être complètement accro à une chose. En l'occurrence, le sucre. Même si elle est mince et qu'elle a l'air en bonne santé, je suis sérieusement inquiet pour Angela. Alors je vais l'envoyer voir une nutritionniste professionnelle. Je suis vraiment nerveuse. J'ai l'impression que je suis sur le point de me faire gronder par mes parents. Et là, je stresse. Je n'ai jamais vu une alimentation aussi mauvaise chez un adulte de ma vie. Oh non, c'est horrible. Pendant si longtemps. En fait, je suis... Ok, c'est sérieux. Les gens dans votre cas ont tendance à se croire invulnérables et ne pensent pas aux effets qui pourront survenir dans 20-25 ans. Si vous continuez sur cette voie en matière d'alimentation, vous allez vous exposer aux maladies chroniques dont on vous parle tout le temps. Oui, je crois qu'il faut que j'y réfléchisse. Oui. Un retour brutal à la réalité. Parce que si Angela continue à ce rythme, elle pourrait bien rejoindre le quart de million de Néo-Zélandais que l'on estime actuellement diabétiques.
Ici, au Middlemore Hospital, dans le sud d'Auckland, on s'occupe des malades. 580 patients sont actuellement traités pour se faire nettoyer le sang par un appareil de dialyse. Et le taux d'admission augmente de 10% par an, ce qui correspond en gros aux statistiques nationales. J'ai rendez-vous avec le chef du service de diabétologie, le docteur Brandon Orwalker. Brandon, tout ça a l'air de coûter cher. Oui, en effet. La dialyse est un traitement extrêmement coûteux à cause des machines et des besoins considérables en personnel. Ça représente de 30 à 60 000 euros par an et par personne. Et ça, c'est juste le coût de la dialyse. À cause de leur maladie de rein, beaucoup de ces patients, en plus du diabète, génèrent un coût supplémentaire dû à une mauvaise circulation sanguine vers les pieds, des problèmes de cœur, de vision, etc. Il y a donc un coût médical direct. Mais il y a aussi un coût encore plus élevé dû au fait que ces personnes qui pourraient travailler doivent interrompre leur vie pour se brancher à une machine. C'est de loin les coûts indirects qui pèsent le plus sur le système de santé. Donc en ce moment même, il y a peut-être des millions de dollars en coûts de santé juste dans cette salle. Les Maoris et la population du Pacifique sont les plus sensibles à cette maladie. Elle touche les jeunes comme les vieux et est très souvent liée à l'obésité. Que pensez-vous de la relation entre le sucre et l'obésité, le diabète et tous ces problèmes de santé? Il y a un lien très clair entre la consommation de sucre et de glucides et le diabète au niveau de la population. Une intervention précoce aurait pu faire la différence, mais le mal est fait. Et Middlemore se retrouve confronté au coût élevé des soins intensifs. D'après vous, au cœur du problème en tant que clinicien, comment devons-nous, en tant que citoyens, réagir face au sucre? Le plus simple, c'est de réduire la prise de sucre en identifiant ce qui n'a aucune valeur nutritionnelle ajoutée. Il faudrait donc diminuer la consommation de boissons sucrées. Est-ce que vous avez très mal aux pieds? Non. Nigel, M. Chand est un patient similaire à ceux qu'on voit souvent à l'hôpital et qui souffre de nombreuses complications liées au diabète. Ces complications ont entraîné des infections et l'amputation de son gros orteil. Mais il a aussi d'autres complications. Il a des problèmes aux yeux, aux reins et au système nerveux. Et à quoi est dû votre diabète selon vous? Eh bien, en fait, je prenais trop de sucre. Et voilà ce qui m'est arrivé. Il y a toujours eu des diabètes dans ma famille. Vous savez, chez moi, ma mère prenait ses pilules, mon père prenait les siennes. Marilyn a 53 ans. Elle souffre de diabète depuis 20 ans et d'une longue liste de complications qui y sont liées. J'ai subi un décollement de la rétine. J'ai des cataractes qui se forment sur les yeux. Oui, et on m'a posé un stent l'an dernier. Dans votre cœur? À quelle fréquence faites-vous des dialyses et combien de temps prennent les séances? Ah, je viens 3 fois par semaine et ça me prend 4 heures à chaque visite. À chaque fois. Si c'était à refaire, qu'est-ce qui aurait fait la différence pour vous? Mon alimentation. Toutes ces choses sucrées que je n'aurais jamais dû manger. Quel genre de choses? Je mangeais une dizaine de donuts. Vraiment? Oui. Je mangeais aussi du chocolat, des bonbons. Je mettais plein de sucre dans mon thé, je buvais des boissons gazeuses. Combien de cuillerées? J'en mettais 4. Marilyn, on dit qu'il est possible d'être dépendant au sucre, de ressentir le besoin d'en prendre. Est-ce que c'était votre cas? Il fallait que je prenne des bonbons. Vous savez ceux qui sont vraiment sucrés, comme les bonbons à la gelée. Ça fait beaucoup de sucre et il me les fallait. J'en étais arrivée là à cause de mon amour pour le sucre. Moi aussi j'aime le sucre. Et tout ça commence à me faire légèrement douter. Quel est mon taux de sucre dans le sang? Je vais faire des analyses pour le savoir précisément. Le sucre est largement responsable de l'explosion de l'obésité dans le monde et de nombreuses maladies liées à l'obésité. Mais en ce qui me concerne, je fais attention à ce que je mange et je fais du sport.
Donc je suis assez confiant sur le fait que je fais ce qu'il faut en termes de santé et d'alimentation. J'ai fait des analyses de sang et je tiens un journal alimentaire depuis 2 semaines. Et j'ai pris rendez-vous chez le docteur Mickey Wildon, la nutritionniste professionnelle, pour connaître mon état de santé. J'ai vos résultats, Nigel. Très bien. Et je crois que vous n'allez pas beaucoup aimer ce que j'ai à vous dire. Ah bon? Vraiment? Oui. Alors, il n'y a pas de danger de mort. Mais à vrai dire... C'est déjà pas mal. Mais à vrai dire, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Oui, alors, ce qui m'inquiète le plus, ce sont vos triglycérides. Les taux sont mauvais, c'est ça? Ils sont mauvais, oui. Pour information, les triglycérides sont des lipides que l'on trouve dans le sang. Les triglycérides indiquent un excès de sucre dans l'alimentation. Ils épaississent légèrement le sang, ce qui augmente les risques de coagulation et peut augmenter les risques de crise cardiaque. Et les mauvaises nouvelles ne sont pas finies. Le niveau recommandé par la Fondation pour la santé du cœur se trouve en dessous de 1,7 millimoles par litre et le vôtre est de 2,4. On dirait que c'est beaucoup. C'est assez élevé, oui. Vous avez l'air plutôt en forme et vous êtes mince, mais ça ne veut pas forcément dire que vous êtes à l'abri de maladies cardiaques. Je ne m'y attendais pas, et pour être franc, ça m'a étonné. Je pensais qu'on me dirait « vous êtes en pleine forme, vous avez une excellente alimentation ». Et au lieu de ça, je découvre que mon régime alimentaire, mes résultats sanguins sont assez mauvais. Je n'ai que 46 ans, je ne devrais même pas m'inquiéter pour mes résultats sanguins. Et là, c'est devenu un peu plus compliqué qu'un simple programme de télé. Et je me dis mince, il faut vraiment que je change quelque chose à mon alimentation. J'ai l'impression que tout ce que je pensais savoir sur l'alimentation est peut-être faux. Mais pourquoi le sucre est-il devenu le mal absolu? Toute ma vie, j'ai cru cette vieille idée reçue qui remettait en cause les graisses. Il fallait manger allégé pour manger moins de matière grasse et ne pas grossir. La révolution de l'allégé a démarré dans les années 70-80, alors qu'on commençait à s'alarmer sur les maladies cardiaques. Le rôti familial avec ses graisses saturées naturelles est devenu has-been. Et l'allégé est devenu tendance. Quand ils ont retiré les graisses de la nourriture avait le goût du carton. L'industrie agroalimentaire le savait. Il fallait faire quelque chose. Mais quoi? Ils ont mis du sucre. Et l'allégé ne nous a pas rendus plus maigres. C'est même tout le contraire. On s'est mis à devenir de plus en plus gros et mal portants à mesure que la dose de sucre dans la nourriture augmentait. Alors j'arrête. Le sucre, c'est fini pour moi. Et j'arrête aussi les glucides raffinés. Au Nelson Hospital, on associe directement le sucre à un autre risque incroyablement grave pour la santé. Cette fois, c'est l'impact des boissons sucrées et des jus sur la santé dentaire des enfants. J'ai rejoint le docteur Rob Beaglehall et son équipe en salle d'opération. Quelle est l'ampleur du problème? En termes de chiffres, le nombre d'enfants qui se font extraire des dents chaque année est énorme. L'année dernière, 34 000 enfants de moins de 14 ans se sont fait extraire une ou plusieurs dents, et on sait que ce chiffre augmente d'année en année. Rob, même pour quelqu'un qui n'y connaît rien comme moi, on dirait qu'il y a un problème, non? En effet, Nigel, ce que je vois là, c'est que toutes ces incisives ont des trous et des caries. Les points d'ombre ici, ce sont des caries. Ce qu'on peut aussi voir, c'est la dent permanente en haut. Malheureusement, cette dent noire écariée jusqu'au nerf devra être extraite. C'est pire que ce que j'imaginais. C'est totalement évitable. Cette dent va sortir. Les parents nous ont dit qu'ils avaient une alimentation très riche en boissons sucrées. Et les boissons sucrées sont la source numéro 1 de sucre dans l'alimentation des enfants. Ils ont avoué qu'ils lui donnaient du soda au biberon.
Je n'aime pas l'idée d'un État hyperprotecteur, mais certains en auraient bien besoin. Cette anesthésie générale coûte environ 3 000 € aux contribuables. Ouais. Je crois que ce qui m'a vraiment frappé, c'était le spectacle. Dans la salle, il y avait des anesthésistes, un dentiste, des chirurgiens, des infirmières de bloc opératoire et une quantité énorme de matériel. Ça a duré 3 heures et je me disais que tout ça aurait pu être évité. Au final, cette petite fille s'est fait extraire 6 dents sous anesthésie générale, ce qui peut s'avérer dangereux même dans les conditions les plus favorables. Quelles sont les conséquences si vous perdez 6 dents? Elle aura des problèmes pour se nourrir, des problèmes d'ordre esthétique, social et malheureusement elle aura aussi de graves problèmes orthodontiques qui nécessiteront des traitements complexes par la suite pour tenter de repositionner les dents. Et j'allais bientôt apprendre que ce n'était qu'un seul des patients que Rob et son équipe allaient soigner ce jour-là. Quel âge a cet enfant déjà? 2 ans. Sur ces 4 incisives, il n'y a plus du tout de dents. Tout ce qu'on peut voir, ce sont les racines. Cet enfant a dû souffrir énormément. Donc dans ce cas, les boissons sucrées ont littéralement dissous les dents jusqu'à la gencive? Dans une certaine mesure. Et ça a pu se produire en 6 mois seulement. On peut voir que le nerf est en train de saigner. Pour un parent, c'est une vision insoutenable. Ce qui est vraiment impressionnant dans tout ça, c'est qu'on a tout un bloc opératoire rempli de gens très qualifiés. L'utilisation du bloc opératoire coûte 3 000 € et on pourrait faire autre chose avec. Au lieu d'extraire des dents à des enfants de 2 et 3 ans parce qu'ils boivent trop de boissons sucrées. C'est complètement aberrant et c'est tout à fait évitable. Alors combien de sucre y a-t-il dans les boissons qui pourrissent les dents de nos enfants? Une bouteille comme celle-ci fait 1,5 litre classique. Divisé par 4, ça nous fait 40 cuillères à café de sucre. 40 cuillères à café de sucre. Sur les 33 000 articles vendus dans le supermarché moyen, c'est le numéro 1 des ventes. Celui-là est vert, il est sûrement bon pour la santé, il est vert. En fait, il est pire, il contient 12,6 grammes de sucre. Ça fait 47 cuillères à café de sucre. Donc on arrive quasiment à 50 si on arrondit. Oui, 50 cuillères à café. Et c'est ce qu'on trouve souvent dans les fêtes des enfants. Exactement. Et si on regarde ce produit-là, c'est une portion. Et elle contient 600 millilitres. Ce qui fait 16 cuillères à café de sucre. Et si un enfant la boit? Il ingurgite 5 jours de sucre. Donc ça, c'est 5 jours de sucre dans une bouteille? Exactement. C'est terrible. Et ça m'étonne vraiment. J'étais loin de l'imaginer. Maintenant, j'aimerais savoir ce qu'en dit l'industrie agroalimentaire. J'ai découvert combien de sucre nous consommions tous. Et j'ai considérablement modifié mes habitudes. Je suis les recommandations de mon nutritionniste, le docteur Mickey Wildon, depuis 2 mois. Et je suis revenu pour vérifier si ces conseils ont eu un impact sur mes niveaux inquiétants de triglycérides. Alors Mickey, au bout de 2 mois, que donnent les analyses? Eh bien Nigel, on a de très bons résultats. Vos triglycérides étaient à 2,4 la dernière fois qu'on s'est vu et ils sont tombés à 1,5, ce qui est très bon. C'est bien. C'est excellent, parce que les niveaux de graisse élevés dans mon sang pouvaient provoquer des attaques et des crises cardiaques. Et il y a d'autres bonnes nouvelles. J'ai perdu 3,5 kg en 10 jours à cet endroit. Je peux serrer ma ceinture d'1 cran de plus. Les conséquences sont importantes pour moi. Et elles le sont aussi potentiellement pour l'économie mondiale. Le Crédit Suisse, l'une des plus grandes banques du monde, a également pris part au débat
en établissant un lien direct entre la consommation excessive de sucre, l'augmentation globale du diabète de type 2, l'obésité et un phénomène appelé syndrome métabolique. Le syndrome métabolique inclut une pression sanguine élevée, un taux élevé de sucre et de cholestérol dans le sang et un excès de graisse corporelle. Ces symptômes augmentent les risques de maladies cardiaques, d'attaques et de diabète et seraient essentiellement dus au sucre, selon le Crédit Suisse. La banque a mené une étude auprès de 152 médecins aux États-Unis, en Europe et en Asie, et 90% des praticiens interrogés approuvent ces conclusions. L'industrie agroalimentaire ne veut pas l'entendre. Pour elle, c'est un tissu de mensonges. Alors que dit-elle? Que c'est de la science de comptoir, sans rigueur, mal faite. Que ce n'est pas crédible et qu'elle continuera à faire ce qu'elle fait. L'industrie agroalimentaire a sa propre interprétation de la science. Et je veux connaître son opinion sur le professeur Lustig et son message sur le danger du sucre. Je crois que Robert Lustig exagère le rôle du sucre. Je crois que ses arguments tiennent en grande partie du mélodrame. Certains de ses propos sont considérés comme hystériques. Et si vous interrogez un certain nombre de chercheurs éminemment respectés en Nouvelle-Zélande et dans le monde entier, ils vous diront « Cette personne soulève le problème de la surconsommation de sucre, mais affirmer sans nuance que le sucre est toxique et que le sucre est un poison est absolument faux. » Peut-être. Mais le sucre est fortement impliqué dans des problèmes de santé publique. Alors pourquoi ne pas augmenter son prix? Pourquoi ne pas créer une taxe du sucre? Une taxe sur les sodas n'a jamais changé grand-chose au problème de l'obésité. Pas plus qu'une taxe sur les graisses. Le problème n'est pas le sucre ni les graisses. C'est un tout. C'est la suralimentation et le manque d'exercice. En ce qui concerne les boissons sucrées, et en particulier les sodas, je crois qu'il est intéressant de constater qu'elles sont bien souvent moins chères au litre que l'eau dans le même commerce. Et je crois qu'on pourrait rééquilibrer cela en modifiant la structure des coûts, chose que l'industrie n'a jamais faite d'elle-même. Au contraire, elle a fixé l'eau à un prix plus élevé. Oui, c'est intéressant, car l'industrie affirme que ça ne changera rien du tout. Et c'est intéressant de voir que le prix influe sur la catégorie de population qui consomme les boissons sucrées. Et là, ce sont typiquement les enfants et les plus pauvres. L'industrie agroalimentaire prétend qu'une taxe sur le sucre ne ferait qu'augmenter le prix des aliments, ce qui nuirait surtout aux plus démunis. Mais le New Zealand Medical Journal a publié une étude qui affirme qu'une taxe de 20% sur les sodas sauverait des vies et générerait des millions pour les programmes de santé. Apprendre à être adulte, ça consiste aussi à faire ses choix. Car les choix que nous faisons ont un impact sur nos vies. Le gouvernement ne peut pas nous tenir par la main et prendre les décisions à notre place. C'est exact. Le gouvernement ne peut pas choisir pour nous ce que nous mettons dans notre caddie, et je n'ai pas envie de vivre dans un pays qui exerce un tel contrôle. Vous me dites qu'il faut faire en sorte que les gens se responsabilisent et fassent de meilleurs choix d'alimentation. Mais est-ce que c'est en adéquation avec les campagnes marketing très habiles et très ciblées des compagnies qui veulent vendre leurs produits? Personne ne peut croire une seule seconde qu'une campagne marketing peut vous forcer à mettre quoi que ce soit dans votre caddie. La consommation relève du choix personnel et du fait de comprendre toute l'importance de manger modérément. Mais le psychologue qui est en moi ne peut pas s'empêcher de penser qu'ils sont très forts pour influencer notre comportement. Ma question se pose dans un contexte de... Je ne crois pas. Je crois que les campagnes de publicité me donnent l'information dont j'ai besoin en tant que consommateur, mais c'est moi qui décide ce que je mets dans mon caddie. C'est bien beau de parler de choix personnels quand on a une telle force de persuasion. Je reviens du supermarché où j'ai acheté 3 bouteilles d'1,5 litre de soda pour 3,60 €. 3,60 €. Beaucoup de gens que j'ai rencontrés m'ont dit qu'ils n'avaient pas ou presque pas le choix, car ils étaient accros ou au mieux accoutumés au sucre. Alors, est-ce qu'il ne serait pas temps que l'industrie agroalimentaire prenne davantage de responsabilités ? En fin de compte, l'industrie agroalimentaire se moque de ce qu'elle vend tant qu'elle arrive à vous le vendre.
Tant que ses profits seront préservés, elle vous vendra ce que vous voulez. Et je ne suis pas contre le fait que l'industrie agroalimentaire fasse de l'argent. Je suis contre le fait qu'elle fasse de l'argent en vendant des produits nocifs. Donc la décision doit être prise au niveau du gouvernement, elle doit être globale. Il n'y a pas d'autre solution. Je ne vois pas comment le gouvernement peut se tenir à l'écart, parce que comment voulez-vous que l'industrie agroalimentaire puisse travailler de façon cohérente sans contrôle gouvernemental? Pendant que les deux camps se retranchent à Yendara-School dans le sud d'Auckland, on a arrêté d'attendre et on agit. L'école a banni les boissons sucrées et encourage un changement profond de style de vie. Sue, on mangeait beaucoup de sucre et de fast-food ici. Quand avez-vous commencé? On ne mangeait que des cochonneries. On n'avait pas de nourriture saine. Il n'y avait pas de fruits, pas de pain, pas d'eau. On avait du fast-food au déjeuner et du fast-food au petit déjeuner. On fonctionnait comme ça à l'époque. Et il y a eu une réaction en chaîne. Au niveau du changement de comportement à la maison avec les parents, qu'est-ce qui fait la différence? On a utilisé les enfants pour éduquer les parents, en quelque sorte. Et c'est vraiment adorable quand des parents viennent nous raconter des anecdotes amusantes. Ils vont faire les courses avec leur enfant de 5 ans qui leur dit « Non, on ne peut pas acheter ça, il faut manger sainement et ça, ce n'est pas possible. » Pas de fast-food ici. Et d'après le directeur de l'école, les élèves mincissent de façon visible. Alors les enfants, vous avez quoi à déjeuner aujourd'hui? Une énorme portion de carottes. Et qu'est-ce que c'est? Des amandes, des oranges, du yaourt, des fruits? Qu'est-ce qui est meilleur pour vos dents? De l'eau ou des boissons gazeuses? L'eau. L'eau, c'est bon pour la santé. Exactement, l'eau c'est bon pour la santé. Et ça fait aller aux toilettes? Oui, c'est vrai. Faisons le bilan. Ce qui a été fait à Yendara-School est vraiment remarquable. Ça a changé la façon de manger des enfants et grâce à ça, le nombre d'élèves obèses a diminué dans l'école. Qui aime le concombre? Les enfants se sentent mieux en classe, leur famille change et ça entraîne un changement pour tout le monde. C'est très bien de parler de responsabilité individuelle et beaucoup de gens pensent que chacun devrait prendre ses décisions lui-même. Mais en vérité, ce n'est pas comme ça qu'on change les habitudes. Du point de vue de la psychologie, pour changer les comportements, il faut une autorité, une réelle intention, un suivi. Et il faut des gens pour gérer le processus. C'est ce que toute l'équipe de Yendara-School a fait et ça marche. Le sucre est profondément ancré dans notre mode de vie, tout comme le diabète maintenant. C'est une des crises sanitaires les plus graves que nous ayons connues. Chaque jour, on estime à 50 le nombre de nouveaux diabétiques néo-zélandais. Tous les pays du monde ont connu un pic d'obésité. Ici, nous connaissons un pic de diabète qui surpasse l'explosion de l'obésité. Pouvons-nous inverser la tendance en diminuant nos doses de sucre? À Paraparaumu, tout près de Wellington, Marianne est la preuve vivante que c'est possible. Ça sent bon. Et c'est bon. Ma mère et ses sœurs ont toutes souffert d'un diabète grave. Et ma mère a fini par subir une greffe de rein. Et avant ça, elle était en dialyse. Elle a ensuite été hospitalisée et elle a fini par sombrer dans le coma. Donc vous avez vu le diabète prendre la vie de votre mère et après ça on vous a dit que vous étiez prédiabétique. Ça a dû être terrible. C'était extrêmement éprouvant et surtout très effrayant. Un jour, Gary est rentré du travail. On avait regardé les différents régimes. Il est rentré et il a dit « on arrête le sucre ». Gary, le mari de Marianne, est pilote. C'est lui qui a pris l'initiative. Salut Gary. Je suis venu chez vous pour un bon curry. Ah, j'adore ça. On a ouvert les placards et le frigo et on a jeté tout ce qui contenait plus de 5% de sucre. On a décidé d'utiliser du glucose ou du dextrose comme substitut au sucre et on s'est mis à manger de la vraie nourriture.
Est-ce que c'était facile d'arrêter le sucre? Ça vous a manqué? Oui, les 2 premières semaines. C'est peut-être les 4 premiers jours qui ont été les plus difficiles. Ça sent vraiment bon. Et je me dis que c'est vraiment génial parce que c'est très simple. Mais qu'est-ce que ça donne au niveau de la teneur en sucre? La pâte de curry qu'on utilise contient moins d'1 gramme de sucre pour 100 grammes. C'est bien. Nous sommes partisans de la cuisine sans sucre. En fait, ce n'est pas complètement sans sucre. Il y en a 4 grammes pour 100 grammes. Donc vous n'êtes pas complètement extrémiste. Vous ne le considérez pas comme toxique. Il y en a un peu là-dedans. Oui, Mais juste le minimum. exactement. Un choix simple qui a eu un effet considérable sur la vie et la santé de Marianne. Quelle différence ça a fait pour vous sur le plan physiologique? Ça m'a fait perdre 18 kilos. Et votre diabète, qu'est-ce qu'il est devenu? Disparu. Je ne suis plus prédiabétique, ce qui est excellent. Donc apparemment, je n'ai plus aucun risque de devenir diabétique. Comment était votre vie avant d'arrêter le sucre? J'étais gros. Très gros. J'ai atteint les 106 kilos. Et maintenant? 72,5. C'est une perte considérable. Oui, ça fait 25% de mon poids. Ça me met en colère, parce que je n'aurais jamais dû être prédiabétique. Ma mère n'aurait probablement jamais dû mourir du diabète, et ça me rend furieuse. On aurait pu éviter ça s'il n'y avait pas eu de sucre dans nos vies. Je viens de trouver quelque chose d'assez appétissant. C'est le dessert allégé aux fruits rouges de Gary. Il n'y a pas du tout de sucre dedans. C'est vraiment bon, on dirait que ça peut faire des ravages. Donc on n'est pas obligé de manger des choses fades et tristes, on peut manger des choses délicieuses. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Gary et Marianne se régalent d'un bon repas et sont en bonne santé, essentiellement parce qu'ils ont réduit leur consommation de sucre. Quand je me suis lancé dans cette aventure, je pensais être en bonne santé, modéré en toutes choses. Je prenais un peu de sucre parce que je faisais de l'exercice. En fait, j'étais bien loin de la réalité. Mon sang contenait trop de graisse qui pouvait provoquer des attaques et des crises cardiaques. J'ai découvert que notre alimentation riche en sucre et les quantités de soda qu'on consommait nous plongeaient dans une grave crise sanitaire. Les enfants qui vont à l'hôpital pour se faire arracher des dents sont de plus en plus nombreux. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne donne pas à nos enfants de 2 ans du tabac à fumer ni de l'alcool à boire. En revanche, on donne à des enfants de 2 ans des boissons sucrées. C'est assez simple. Il faut réduire la prise de sucre en identifiant ce qui n'a aucune valeur nutritionnelle ajoutée. Le plus facile est donc de diminuer la consommation de boissons sucrées. La question est, combien de preuves vous faut-il pour accepter le changement? Il faut inverser la tendance. C'est une crise sanitaire. Il n'y a qu'un seul moyen de le faire. Se débarrasser du sucre dans la nourriture. Alors j'ai arrêté le sucre. Résultat, mon analyse de sang était bonne et j'ai perdu du poids. Le sucre est responsable de toutes sortes de maladies. J'ai lu des études et j'en suis convaincu. Bien sûr, les portions énormes, les aliments transformés et le manque d'exercice ont également une part de responsabilité. Mais on ne peut pas forcer les gens à faire du sport. En revanche, on peut limiter notre consommation de sucre. Si nous ne faisons rien, l'impact sur notre système de santé sera terrible.